Bonjour à tous, nous sommes en 2024 et cela fait 3 ans que je parle d'acheter un four. Oui, vous avez bien entendu, 3 ans. Alors pourquoi ? Avant de commencer, il y a une question que je ne me suis jamais posée et que je ne développerai pas ici. C'est savoir si je prendrais un four grès ou faïence. Pour moi, dans ma tête, c'était clair, je voulais cuire de la porcelaine, même si j'en ai jamais fait. À l'atelier où je vais actuellement, on travaille le grès. Et ce que j'aime, c'est sa multiplicité. Il existe tout un tas de grès différents, de couleurs différentes, de textures différentes. Et je ne voulais pas me limiter à la faïence. Même si, quand j'ai débuté enfant et ado, l'atelier où j'allais était exclusivement faïence. Et donc, c'est principalement ce que je connais en fin de compte. Je ne parlerai pas non plus du prix car il change en permanence. Entre la première fois où j'ai regardé les différents fours et le moment où j'ai acheté le mien, certains avaient pris presque 1 000 €. Et voici le moment tant attendu, les 5 questions que je me posais et auxquelles je ne sais toujours pas si j'ai les bonnes réponses, mais en tout cas maintenant, j'ai mon four. Numéro 1, l'électricité. Quand on pense à acheter son four, c'est pas vraiment la première question qu'on se pose. Pourtant, elle est primordiale. Si vous installez le four chez vous et non dans un local professionnel, il y a de fortes chances que vous soyez limité au monophasé. Alors vous pouvez bien évidemment passer en triphasé, mais à moins de vouloir et d'avoir le budget pour créer une arrivée triphasée, vous serez limité au monophasé. Une fois ce point établi, il y a un autre critère à prendre en compte, la puissance. C'est un aspect que j'avais sous-estimé, voire même totalement ignoré. Par exemple, mon four, il est de 6,4 kW, alors que mon abonnement, lui, n'était que de 6 kW. Lors de la première cuisson, le four n'a pas fonctionné. Je pensais que ça pouvait venir de là, donc du coup, j'ai augmenté mon abonnement à 9 kW. Bon, finalement, il s'est avéré que ça venait pas du tout de ça, mais je pense que dans tous les cas, j'aurais dû augmenter à 9 kW, parce que si je prends déjà le fonctionnement normal de la maison, on est déjà à 1 kg, voire 2 kg en fonction de ce qui tourne. Donc, dans tous les cas, je pense que pour pouvoir monter dans les hautes températures, il aurait fallu que je passe à 9 kW. Sauf que le fait d'augmenter la puissance de son compteur électrique, ça veut aussi dire payer un abonnement plus cher. Et ça, c'est un coût que j'avais pas forcément anticipé. C'est pas énorme, mais ça reste un coût à additionner au coût d'une cuisson. Dernier point de cette partie électrique, il faut une prise adaptée pour brancher le four. Alors, il y a effectivement des gammes EcoTop de chez Rode qui sont annoncées comme pouvant se brancher sur une prise standard. Mais dans la plupart des cas, ça ne sera pas possible. Mon four par exemple, il est livré avec un gros câble et dans tous les cas, même si j'avais pris un EcoTop, je souhaitais faire installer un disjoncteur dédié sur mon tableau électrique. Déjà, ça permet de couper l'alimentation quand je ne me sers pas du four, ce qui évite que le four consomme de l'électricité inutilement. Et ensuite, ça m'assure que le câble qui est entre la prise et le disjoncteur est adapté, qu'il n'y a aucun autre appareil branché dessus, ce qui limite le risque de surchauffe et donc d'incendie. Parce qu'en réalité, les incendies ne viendront pas de votre four en lui-même. Il ne va pas prendre feu, il va pas mettre le feu à votre maison. C'est surtout au niveau électrique que c'est le plus dangereux, je dirais. Après, dans mon cas, l'installation a été assez simple parce que j'ai un boîtier électrique situé au sous-sol, à quelques mètres de là où je voulais mettre le four. Et donc, quand l'électricien est venu, ça lui a pris tout au plus 1 demi-heure à installer. Numéro 2. Neuf ou occasion. Au début, j'ai regardé les offres d'occasion, mais je trouvais surtout des fours en triphasé, donc bon. Ensuite, même si on trouve un four, faut pouvoir aller le chercher, et un four, c'est super lourd. Certains modèles comme le mien sont démontables, mais c'est pas le cas de tous, et franchement, j'étais ultra flippée. Entre louer un véhicule qui serait capable de maintenir son poids, mais aussi dans lequel le four bougerait pas, être capable d'estimer l'état du four, savoir s'il pourrait marcher, savoir comment les gens s'en sont servis, si les résistances seraient à changer ou pas. Bref, tous ces points font que j'ai laissé tomber l'occasion et j'ai décidé d'acheter un neuf
pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il est sous garantie pendant un certain temps. Et ensuite, les vendeurs spécialisés ont un service technique que l'on peut appeler en cas de problème. Et ça, je m'en suis déjà servi. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, à vous de voir selon comment vous le sentez. On arrive au point numéro 3, la taille du four. Ah, quel vaste sujet, la taille du four. Trop grand, on ne le lance jamais parce qu'il n'est pas plein. Trop petit, on risque d'être frustré par la taille limitée imposée aux pièces. Personnellement, je fais des pièces assez grandes, mais pas gigantesques non plus. Ah, l'indécise que je suis, adoré cette partie. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si j'ai fait le bon choix. Mais au moins, je l'ai fait. J'ai passé des heures à mesurer, à comparer, à imaginer mes futures pièces, et finalement, j'ai opté pour le modèle en 65 litres. Sauf que j'ai oublié un détail. On ne pose pas les pièces directement sur le fond du four, mais sur une plaque posée sur des cales. Donc finalement, je me dis que peut-être j'aurais dû prendre le 82 litres, qui fait la même largeur, mais un peu plus haut. En réalité, c'est pas dramatique, je suis pas à 10 cm près. D'ailleurs, en déballant le four et en lisant la notice, j'ai découvert qu'il est possible d'ajouter un anneau pour augmenter sa capacité. Il existe d'autres fours, chez Rode par exemple, qui offrent aussi cette possibilité. Donc si vous n'êtes pas sûr de la hauteur de vos pièces, ce type de four peut être une bonne option pour vous. Numéro 4, l'aération. Ah, je mentirais si je disais que ça n'avait pas été mon frein à l'achat. En fait, pendant la cuisson à haute température, la terre se dégaze et ces gaz se retrouvent fatalement dans la pièce où se trouve le four. Dans mon atelier, j'ai 2 fenêtres, mais je n'étais pas certaine que ça suffirait. Et j'ai trouvé vraiment très peu d'informations, ou en tout cas rien qui me satisfaisait sur le sujet. Bon, finalement, j'ai installé mon four près de l'une des fenêtres. Je pensais aussi installer un tuyau pour évacuer une partie des gaz, comme sur certains modèles de Rode où on peut plugger un tuyau qui va vers l'extérieur. Mais en lisant la notice, j'ai découvert qu'ils utilisent des ventilateurs pour pousser les gaz vers l'extérieur. C'est donc la solution que j'ai choisie. Dans ma quête d'informations, j'ai aussi trouvé des hottes aspirantes comme celle pour la cuisine, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce que ça demande beaucoup d'installation. Pour les SCAT, comme le mien, il existe un système d'évacuation qu'on vient installer sous le four, mais qui nécessite de percer le mur. Or, j'habite en France. Mes murs sont super épais, super difficiles à percer, donc c'est pas vraiment adapté. Par contre, si vous vivez au Canada ou si vous installez votre four dans une dépendance ou dans une pièce avec des murs en bois, ce système peut peut-être vous intéresser. Et enfin, en numéro 5, la question à laquelle je n'avais pas pensé, l'assurance. En réalité, dans la plupart des cas, c'est pas vraiment un problème. Si vous ne comptez pas vendre vos pièces, il suffit d'appeler votre assurance pour leur dire « Salut, j'ai installé un four à céramique dans mon sous-sol. Bisous !» Bon, peut-être pas exactement dans ces termes-là, mais l'idée est là. Dans ce cas-là, ça ne coûte rien et ne modifie pas votre contrat. Pour moi, c'était ça. Par contre, si vous envisagez de vendre vos pièces, c'est une autre histoire. Le monsieur très sympathique que j'ai eu au téléphone m'a demandé si j'allais vendre mes créations. Je lui ai répondu « Pour l'instant non, mais peut-être plus tard ». Et là, il m'a expliqué que l'assurance considère qu'on entre dans le cadre de la vente, non pas à partir de la première pièce vendue, ni d'un certain nombre de ventes, mais dès qu'on met une pièce en vente. En d'autres termes, si je crée un compte sur, disons, Etsy par exemple, et que je mets une seule pièce en vente, même si elle ne se vend absolument jamais, l'assurance ne couvrira pas les éventuels dommages liés au four ou si mon four est volé, endommagé ou détruit. Donc si un jour je souhaite vendre mes pièces, avant même de les avoir mises en vente, il faudra que je prenne une assurance professionnelle, même si le four est chez moi et que je ne vends qu'une seule pièce à l'année. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi toutes ces questions qui tournaient en boucle dans ma tête et qui m'ont fait hésiter pendant ces 3 longues années. Aimez, suivez, partagez et commentez. Vous aurez des patounes de Sully Bully. À la prochaine, bye!